d'avoir répondu présent donc, à cette conférence de presse organisée donc, par Riposte laïque, Résistance républicaine et le Bloc identitaire. Pourquoi cette conférence de presse? D'abord parce que je crois que personne n'aurait compris que les initiateurs du désormais célèbre apéro saucisson pinard du 18 juin ou les organisateurs des assises sur l'islamisation de nos pays du 18 septembre Porte-Charenton, du 18 décembre Porte-Charenton, n'aient pas répondu présent quelque part à un débat impulsé par le parti majoritaire aujourd'hui, l'UMP, et n'aient pas donné leur opinion sur la manière dont les acteurs principaux de la société française réagissent à ce débat, à savoir au départ la place de l'islam dans la société française, ce qui a été quelque chose d'impulsé par Nicolas Sarkozy dans la panique de la montée de Marine Le Pen dans les sondages, aux réactions de la gauche dite antiraciste qui voit dans le débat sur l'islamisation de nos pays forcément des mauvais messages rappelant les heures les plus sombres de notre histoire, qui voit la preuve de la lepénisation des esprits et qui, exactement dans le même esprit qu'ils avaient lorsque le 18 décembre, ils demandaient l'interdiction des assises internationales sur l'islamisation de nos pays, multiplie les initiatives, les pressions, manifestations, articles dans la presse, démarches pétitionnaires, pour interdire un débat qu'ils jugent ne pas pouvoir se tenir en France, malgré le fait que nous sommes dans un pays, et le journal Le Monde l'a signalé au mois de décembre, où la majorité de nos concitoyens expriment une légitime inquiétude, selon nous, sur la montée de l'islamisation de la France et sur les différents signes que Christine comme Fabrice vont évoquer tout à l'heure, qui montrent un petit peu comment ce phénomène progresse d'année en année d'une manière inquiétante et comment il peut virer sur une islamisation inéluctable de la société française. Donc nous aurons demain donc simplement 2 tables rondes de 2 heures, au niveau de l'UMP, ce qui était au départ un débat sur l'islam qui se transforme en un débat confus sur la laïcité. Manifestement, ce qu'il nous a semblé, tant au journal Riposte laïque qu'à l'association Résistance républicaine, qu'à l'organisation Le Bloc identitaire, c'était que les mesurettes qui vont annoncer sont totalement en delà, sont totalement un déni de la réalité quotidienne auquel sont confrontés les Français et les citoyens de ce pays. Donc il nous a semblé important d'amener, nous, notre approche, d'estimer aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous contenter simplement de faire comme nous l'avons fait lors des assises, 11 représentants de différents pays, mais aussi des représentants du mouvement féministe, des représentants du mouvement syndical, des représentants de gauche, ont expliqué chacun, avec leur approche de la situation, ce à quoi ils étaient confrontés dans leur secteur, dans leur pays. Il nous semble que nous ne pouvons pas nous contenter, à l'heure où nous en sommes dans la société française, de continuer à nous inquiéter de l'islamisation de nos pays, mais nous devons avoir, au contraire, un rôle de proposition, en nous disant, voilà, nous, par rapport à la gravité de la situation à laquelle nous sommes confrontés, nous pensons qu'il faut prendre des mesures de salut public, nous n'avons pas hésité à le dire, face à l'ampleur de l'islamisation de nos pays, il faut prendre des mesures de salut public, et nous devons de proposer, devant vous, mais aussi devant l'opinion, quelles sont, selon nous, les mesures de salut public qu'il faut prendre. Donc, comme la presse n'a jamais manqué de le signaler, Résistance républicaine, Riposte laïque, comme le Bloc identitaire, ont un passé, ont une culture politique totalement différente, et donc peuvent avoir des approches ou des réponses différentes, ce qui n'empêche pas que nous pouvons être complémentaires dans le constat et être capables de mener des actions ensemble. Il n'empêche que nous avons souhaité, à cette occasion, faire des communications différentes, c'est-à-dire que Fabrice, pour le Bloc identitaire, à qui je vais passer la parole, donnera la parole et l'approche du Bloc identitaire, exactement comme Christine, pour Résistance républicaine, qui lui succédera, donnera la vision de Résistance républicaine. Il nous a semblé que c'était mieux, plutôt que de faire des mauvaises synthèses entre nous, d'expliquer chacun avec notre culture, chacun avec notre identité, les réponses politiques qui nous paraissent aujourd'hui indispensables face à ce que nous considérons comme une situation grave qui peut devenir irréversible et sur lesquelles les élites de notre pays, qu'elles soient de gauche ou de droite, sont dans un total déni de réalité. Donc je vais d'abord, donc une fois cette introduction faite,
passer la parole à Fabrice. On a retenu l'idée qu'on ne dépasserait pas dans cette présentation 20 à 25 minutes et qu'après, naturellement, on serait disponible pour répondre à vos questions ou demandes de précision. Donc je passe la parole à Fabrice Robert, président du Bloc Identitaire. Bonjour à tous. Pour commencer, je vais faire un petit historique. Rappelez-vous, le 18 juin 2010, donc l'apéro saucisson pinard qui provoque un véritable scandale. Notre objectif était bien sûr de faire réagir les autorités sur un autre scandale, celui de l'occupation de plusieurs rues parisiennes pour la prière musulmane. Bien sûr, la presse s'est déchaînée, les grandes consciences ont parlé de provocation inacceptable. Mais pour nous, c'est une victoire. Pourquoi? Parce que les médias, enfin, montraient des images de prières dans les rues. Et les Français découvraient ce qu'on leur avait caché depuis des années. Donc notre action avait permis de sensibiliser l'opinion, notre action avait permis de réveiller la population et de libérer la parole sur la question de l'islam en France. Quelques mois plus tard, le 18 décembre 2010, les assises sur l'islamisation ont remporté un succès considérable. Près de 1200 personnes, des orateurs venus de plus de 11 pays, le plus grand meeting européen jamais organisé sur l'islamisation. Peu de temps après, une enquête IFOP Le Monde révélait que pour 68% des Français, l'intégration des populations de confession musulmane était un échec. La question de l'islam apparaissait comme centrale dans le cadre de la présidentielle 2012 et surtout, l'UMP annonçait sa volonté de lancer un débat sur l'islam, rapidement requalifié en débat sur la laïcité. Nicolas Sarkozy annonçait aussi vouloir interdire les prières dans les rues. Alors quelle évolution en à peine 8 mois. En juin 2010, nous étions qualifiés de provocateurs, d'extrémistes. Aujourd'hui, les problèmes que nous avons soulevés sont repris par l'ensemble de la classe politique. Nous ne pouvons que nous en féliciter. En revanche, nous ne sommes pas dupes, car le débat qui va avoir lieu demain, pour nous, s'apparente à une véritable mascarade. Et à mon avis, ce sont tous les musulmans qui vont sortir vainqueurs de ce débat. Pourquoi? Car ce que va offrir le gouvernement, c'est plus de mosquées pour tenter d'empêcher les prières dans les rues. Ce que va offrir le gouvernement, c'est le financement de lieux de culte pour tenter d'empêcher l'ingérence étrangère. Ce que va proposer le gouvernement, c'est aussi le soutien à des centres scolaires musulmans pour que des élèves puissent suivre les préceptes de l'islam en toute quiétude. Nous, ce que nous pensons, c'est que ce débat aurait dû avoir lieu, aurait dû être organisé sans tabou, car les enjeux auraient dû être explicités clairement. Et je pense aussi que c'est au peuple, aujourd'hui, notamment par un référendum, c'est au peuple de décider des actions à mettre en place. C'est au peuple de décider de son avenir aujourd'hui. Or là, peut-être que des décisions d'élus UMP vont avoir des conséquences importantes pour nos enfants dans 20-30 ans. Alors oui, nous, avec Résistance républicaine, Riposte laïque et le Bloc identitaire, nous dénonçons l'islamisation de la France depuis maintenant très longtemps. Car nous pensons qu'aujourd'hui, l'islamisation est une réalité. Des millions de Français la subissent, des millions de Français n'en peuvent plus aujourd'hui. Il y a aujourd'hui un véritable rapport de force avec les musulmans en France. Chaque année, les revendications sont de plus en plus importantes. Chaque année, il y a de plus en plus de musulmans. Alors j'aimerais vous donner quelques chiffres qui vont vous éclairer un peu sur la situation actuelle. Aujourd'hui, il y aurait entre 5 et 7 millions de musulmans en France, soit 10% de la population. La France est le premier pays musulman d'Europe. Le nombre de musulmans a été multiplié par 10 et le nombre de mosquées par 400 en 50 ans. Les imams seraient plus de 2000, dont 75% ne sont pas français, un tiers ne parle pas français, et la majorité sont salariés par des pays du Maghreb et par la Turquie. Selon les chiffres de la police, environ 2 millions de Français vivraient dans des quartiers sous influence islamiste. Et surtout, ce que révèle Jean-Paul Gourevitch, c'est que l'islam pourrait devenir, dans la seconde moitié du XXIe siècle, la première religion de France. Alors aujourd'hui, si nous voulons réagir, si nous voulons éviter de vivre en terre d'islam, nous, en tant qu'identitaires, ce qu'on réclame aujourd'hui, c'est un véritable référendum sur la place de l'islam en France.
un véritable référendum. Et dans le même temps, pour inverser le rapport de force avec les musulmans, nous pensons que le message doit être clair. Ni mosquée, ni voile, ni subvention, ni revendication. Et c'est vrai que nous avons conscience que c'est faire violence aux musulmans que de leur imposer des règles aussi strictes. Mais justement, nous préconisons des partenariats avec des pays musulmans pour que les musulmans de France puissent aller vivre leur foi en terre d'islam. Et puis, autre point important, c'est l'arrêt de l'immigration, car aujourd'hui, c'est encore plus de 300 000 étrangers qui viennent en France chaque année. Et nous considérons que l'immigration, couplée à la démographie galopante de l'islam, est une des causes importantes aujourd'hui de l'islamisation de notre sol. Donc pour nous, 3 points importants. Un référendum, nous avons déjà pensé à 10 mesures, des questions en tout cas, on pourra en parler par la suite. Un référendum, l'arrêt de l'immigration, et pourquoi pas, je vais oser le terme, une remigration de certains musulmans en terre d'islam. Je vais maintenant laisser la parole à Christine. Alors, Résistance républicaine et riposte laïque, on partage entièrement l'analyse des dangers effectivement que l'islam fait courir et l'islamisation fait courir à notre pays, mais on n'a pas tout à fait nécessairement les mêmes réponses, et donc c'est pourquoi on a préféré faire deux communiqués un petit peu différents, même si on est ensemble. Hein. Alors, pour nous, il est clair que face aux revendications communautaristes, le gouvernement doit avoir un discours tout simplement intransigeant et fort. Intransigeant et fort pour préserver nos traditions laïques, féministes, d'égalité d'hommes et de la femme, qui sont remises en question par l'islam depuis trop longtemps. Et avec une priorité qu'on oublie complètement dans les médias et dans les discours des gens qui sont pro-islam, c'est que ce sont les musulmans qui sont venus en France pour chercher un pays de liberté où ils puissent vivre tranquillement, qui sont les premiers visés par l'islamisation qui est en train de se faire et qui est en train de prôner un communautarisme fort qui interdit à celui qui est né musulman de ne pas pratiquer s'il n'en a pas envie, de vivre tranquillement sa foi simplement. Il y a quelque chose qui se passe qui est grave. On oblige actuellement des musulmans qui ne le faisaient pas à voiler leurs femmes, à voiler leurs filles, alors qu'ils étaient venus en France pour ne pas avoir à le faire, par exemple. Et ça, c'est dramatique. Et donc, on travaille au premier chef pour ces gens-là. Alors, le débat devrait accoucher d'un certain nombre de mesures, parce qu'il y a des solutions, il n'est jamais trop tard. Et en tout cas, il n'est pas trop tard actuellement. Il y a 3 grands types de solutions. La première solution, c'est tout simplement d'appliquer les lois existantes. Tout simplement, elles sont suffisantes pour déjà limiter la casse. On est face à ce qui s'appelle religion, mais qui est en fait un système politique, sociopolitique, totalitaire, qui veut tout prendre en charge, non seulement la vie privée, mais la vie publique, et qui veut remplacer les lois françaises par des lois coraniques, par la charia. Et ça, c'est inacceptable dans notre pays où la loi de 1905 montre bien la différence. Et ça remet en cause vraiment les acquis de la République. Alors nous réclamons qu'un certain nombre de faits, de lois, soient mises en application. D'abord, la loi de 1905 doit permettre que 4 libertés fondamentales soient vraiment défendues, préservées. La liberté de conscience. On ne doit pas, en France, souffrir du fait qu'on n'a plus envie d'être musulman. La liberté d'expression. On ne doit pas en France pouvoir interdire un débat sur l'islam. On ne doit pas en France pouvoir faire pression parce qu'on ne veut pas que des questions se posent. La liberté d'aimer la personne de son choix. On ne doit pas en France se voir interdit d'aimer un homme si on est musulmane parce qu'il n'est pas musulman. Et c'est pourtant ce qui se passe. On ne doit pas en France avoir honte ou avoir peur d'être homosexuel parce que dans le Coran, il y a la chasse aux homosexuels et que ça n'est pas permis et que c'est un crime. Alors ça, ce sont des libertés fondamentales. Et que le gouvernement ne mette pas en place les mesures nécessaires pour que cette liberté soit préservée est fort inquiétant. Nous demandons tout simplement quelque chose de très simple, une mesure très simple, que le Conseil français du culte musulman
que les représentants des musulmans signent un texte où ils s'engagent à respecter ces 4 libertés fondamentales. Demain soir, on devrait avoir une proposition de l'UMP qui aille dans ce sens. Simplement, on signe, voilà, effectivement, nous nous engageons. Et si nous nous engageons, ça veut dire que forcément, on ne fait plus de prosélytisme, pour le contraire. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est le voile. Le voile qui se multiplie partout, dans les villes, dans les campagnes, jusqu'au fin fond de la France, est une insulte à l'égalité homme-femme, est une insulte à notre constitution, à nos valeurs. Et c'est inacceptable. Alors, il suppose que la femme est mise à l'écart, qu'elle doit raser les murs, qu'elle doit se cacher. Elle suppose que l'homme est un animal en rut, incapable de ne pas sauter sur une femme parce qu'il voit ses cheveux. C'est un scandale. On ne respecte ni l'homme ni la femme. Donc nous demandons que le voile soit non seulement interdit dans tous les services publics, par les usagers, comme par les agents de l'État. Et ça n'est pas le cas actuellement, même dans les hôpitaux, on a des médecins femmes qui sont voilés. C'est un scandale. Donc nous demandons cette interdiction, mais nous demandons aussi que le voile soit interdit sur tout le territoire français, parce que tout simplement contraire à la Constitution, puisqu'il introduit une discrimination, ce qui est illégal. Troisième point, les mosquées. Nous demandons à ce qu'il y ait un moratoire sur la construction des mosquées qui soit accordé, le temps qu'une commission parlementaire vérifie que ce qui se passe et ce qui se dit dans les mosquées est bien conforme à nos lois. Il y a un article de la loi de 1905 qui dit explicitement qu'il y a liberté de culte en France, mais à une condition, c'est dans les établissements de culte. Il ne soit prononcé aucune parole qui soit contraire à la France, aux Français, à nos lois, et qui soit incompatible avec nos lois. Donc il doit y avoir, et c'est une mesure d'urgence, une commission parlementaire qui fasse le point sur le fonctionnement des mosquées. Qu'est-ce qui s'y dit? On sait très bien, on a des tas de musulmans qui nous le disent, qu'ils fuient des mosquées salafistes, wahhabites, où il y a des discours vraiment de haine contre la France, qui développent un communautarisme et une haine pas possible, qui font que le vivre ensemble n'est plus possible dans un certain nombre de quartiers. Et ça, ce n'est pas acceptable. On le sait. Qu'est-ce qu'on attend pour les interdire? Qu'est-ce qu'on attend pour expulser les imams qui ne respectent pas justement nos lois et qui font des prêches complètement absurdes? On sait très bien que le gouvernement est en train de préparer quelque chose d'insupportable et d'anti-laïque, c'est que pour éviter justement ces prêches d'imams wahhabites, salafistes qui viennent d'Alger ou de je ne sais où, ils vont prétendre nous faire avaler que nous devons financer la formation des imams. Absurdité. Premièrement, c'est contraire à la laïcité. On n'a pas du tout à financer la formation de religieux. Deuxièmement, si un imam pose problème, il suffit de l'expulser. On va en expulser un, on va en expulser deux, on va en expulser trois. Le quatrième respectera la loi. Il n'est pas besoin de chercher un alibi dans une formation pour éradiquer la haine qui est en train de se développer dans les mosquées. Ensuite, ces mosquées, peut-être aussi, méritent-elles une enquête parlementaire aussi. On aimerait bien savoir si toutes les mosquées qui se font, qui se construisent actuellement, ça se multiplie tous les jours, il y a de nouvelles mosquées, de nouveaux lieux de prière qui se développent. On aimerait bien qu'il y ait une enquête qui nous dise de quoi sont accompagnées la construction des nouvelles mosquées. Est-ce qu'il y a plus ou moins de voiles là où il y a des nouvelles mosquées? Est-ce qu'il y a plus ou moins de halal là où il y a des nouvelles mosquées? Est-ce qu'il y a plus ou moins de communautarisme là où il y a des mosquées? Est-ce que les femmes vont plus ou moins dans les cours d'alphabétisation, dans les cours pour apprendre le français? Ce sont quand même des questions fondamentales. Nous avons pour nous, à notre niveau, des réponses qui sont fort inquiétantes, mais il est du devoir, il devrait être du devoir du gouvernement d'y répondre. Ensuite, troisième point important, ou quatrième point, excusez-moi, c'est le halal. Le halal doit être interdit, la production de halal doit être interdite en France tout simplement parce qu'elle est contraire à notre loi qui protège les animaux.
tuer les animaux de façon halal, c'est quelque chose d'inhumain. On a les moyens, en 2011, de les tuer sans les faire souffrir. Il est aberrant qu'on autorise une dérogation à motif religieux. Donc, et en attendant cette interdiction, il y a des urgences. Le premier, c'est que le halal doit être interdit dans tous les services publics. Il n'est pas concevable que l'armée, la gendarmerie achètent du halal pour ses fonctionnaires, c'est-à-dire que l'État paye une dîme aux mosquées qui donnent la certification halal, donc subventionne un culte. Ça, c'est un scandale. C'est anormal et c'est illégal. Autre point sur le halal, c'est que nous demandons que la viande halal soit étiquetée, que la viande non halal soit étiquetée, afin qu'il ne se passe pas ce qui est en train de se généraliser partout, c'est que 60% des ovins que vous achetez ont été égorgés selon le rite halal, et que vous mangez halal sans le vouloir, sans le savoir, et en finançant un culte, ce qui est là aussi tout à fait scandaleux. Donc ça, c'est une revendication très forte, et il est inadmissible qu'on ne l'entende pas défendue, relayée par les médias. La médecine. Petit problème sur la médecine. Dans les hôpitaux, quand vous avez des médecins hommes qui veulent examiner des femmes musulmanes, vous avez des palabres, des cas d'agressivité, des menaces qui se multiplient et qui font que la vie devient un enfer et qu'on travaille dans des conditions tout à fait pénibles. Là aussi, il faut absolument que le gouvernement prenne une décision simple. On fait appel à la force publique et on expulse les contravenants et on ne se pose pas de questions. La loi, c'est la loi. On a quand même des témoignages de musulmanes qui nous disent qu'au Maroc, par exemple, quand elles vont consulter dans les hôpitaux, elles sont soignées par des médecins hommes et ça ne pose aucun problème. Simplement en France, il est de bon ton d'imposer des règlements et des demandes qui sont complètement abracadabrantes. C'est à nous d'imposer notre modèle parce qu'il y a une question de santé publique. De la même façon, on a de plus en plus de médecins qui acceptent de faire des réfections d'hymen et des circoncisions qui sont remboursées par la sécurité sociale. C'est la res publica, c'est le domaine public qui est en danger. C'est-à-dire que tout le monde paye pour ce qui est un confort religieux, etc. Par exemple, les réflexions d'hymen. Isabelle Lévy, qui a écrit un livre sur ce qui se passe dans les hôpitaux, raconte qu'il y a en moyenne, dans chaque hôpital, 3850 réfections d'hymen par an, à 50 € la réfection. Et elle ne parle pas des frais d'anesthésie ni des frais de séjour, juste l'intervention, payée par la collectivité. Si vous multipliez ça par les à peu près 3000 établissements hospitaliers qu'il y a en France, vous imaginez le nombre de millions d'euros qui passent dans le trou de la sécurité sociale. Pareil pour les circoncisions rituelles. Les circoncisions rituelles, ça coûte 150 € chez un praticien privé, 1000 € à l'hôpital. Là aussi, on a une vague de phimosis extraordinaire, déclarait-elle, qui font passer sur le dos de la collectivité un choix privé. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable et je crois qu'une commission d'enquête pourrait très justement regarder les statistiques et constater qu'il y a effectivement des médecins qui trouvent beaucoup de phimosis dans la communauté musulmane, ce qui est tout à fait ahurissant. Je dirais, moi, à titre de républicaine, que je suis extrêmement choquée du fait que la circoncision existe encore en France, alors qu'on ne demande pas leur avis aux enfants, on charcute des enfants, on les mutile, c'est quand même une forme de mutilation, et personne, effectivement, ne s'en émeut. Ça me semble quelque chose d'absolument scandaleux. Au niveau de la vie quotidienne dans son ensemble, il est inacceptable que l'on sépare les gens entre purs et impurs, entre musulmans et non-musulmans, dans la vie comme dans la mort. Actuellement, vous avez des exigences de non-mixité. Vous avez des petits gamins de maternelle qui refusent de donner la main à des petites filles. Vous avez des manifestations organisées par des musulmans où on sépare les femmes des hommes. Et donc, vous êtes quand même sur un chemin dramatique. Vous avez une demande de carré musulman. Au nom de quoi faudrait-il qu'on soit séparés dans la mort?
Qu'est-ce que c'est que cet apartheid qui est toléré, voire encouragé par les services publics? Je parlerai ensuite, j'ai bientôt fini, de la finance islamique. La finance islamique, c'est là aussi un cas d'apartheid. Une finance des crédits pour les uns, d'autres pour les autres, et sur critères religieux. Vous voulez financer un élevage de porc? Ah ben non, vous n'aurez pas droit à la finance islamique. Vous voulez aider un viticulteur? Non, vous n'aurez pas droit puisque ça n'est pas possible, etc. Il n'est pas impensable qu'en France, on ait cette ségrégation et ce deux poids, deux mesures. Et ça, l'État a les moyens d'empêcher cette imposture. Alors, il reste une dernière possibilité pour un islam de France. C'est l'une des différences qu'on a, effectivement. L'islam de France pourrait exister de façon très simple. D'abord, on pourrait faire comme l'a fait Napoléon en 1807. Il pourrait convoquer les responsables musulmans et leur demander de mettre leurs textes religieux et leurs enseignements en conformité avec nos lois, en expurgeant du Coran tout ce qui est incompatible avec nos lois. Je vous rappelle qu'en 1807, Napoléon a fait poser 12 questions aux représentants juifs. Je vous en donne juste quelques-uns pour vous donner une idée. Et en fonction des réponses, ils pouvaient devenir ou pas citoyens français. Ils ont accepté de renier un certain nombre de leurs traditions pour devenir citoyens français. Une question, est-il licite aux juifs d'épouser plusieurs femmes? Ils ont renoncé. Le divorce est-il permis par la religion juive? Une juive peut-elle se marier avec un chrétien et une chrétienne avec un juif? Aux yeux des juifs, les Français sont-ils leurs frères ou sont-ils des étrangers? Les juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français regardent-ils la France comme leur patrie? Etc. etc. C'est quelque chose de fondamental. Comment se fait-il qu'un gouvernement digne de ce nom ne pose pas ce genre de questions qui sont fondamentales pour le vivre ensemble, pour qu'on puisse vivre ensemble, tous, citoyens nés en France, citoyens immigrés, d'origine immigrée, musulmans, non musulmans. Il suffirait de peu de choses pour que les choses puissent effectivement devenir possibles. Mais il faut de l'exigence, il faut imposer des choses. Enfin, dans la solution pour qu'un islam de France puisse éventuellement vivre, il faut faire cesser absolument l'immigration, le temps que les musulmans qui sont installés en France s'intègrent, s'assimilent, prennent le pas et qu'on arrête ces vagues de gens qui arrivent avec des cultures, avec des traditions, qui se ghettoisent parce qu'ils sont trop nombreux et qui font que plus rien n'est possible. Alors, sinon, si les musulmans refusent de se soumettre à nos lois, de supprimer ces textes, malheureusement, dans ce cas-là, l'islam devra être interdit. Et ceux qui désirent vivre selon la charia, invités à aller vivre dans les pays musulmans. Ce n'est pas la France qui doit s'adapter à l'islam, c'est l'islam qui doit s'adapter à la France. Jusqu'à présent et depuis 30 ans, on arrive à un fonctionnement intellectuel aberrant, à savoir que c'est nous qui faisons les avancées pour comprendre, pour nous adapter, alors que quand on choisit de venir en France, c'est pour choisir un mode de vie, un héritage, quelque chose effectivement d'important. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Donc, vous avez donc entendu ces deux présentations, donc de Fabrice avec l'approche du bloc identitaire, de Christine avec l'approche de résistance républicaine. Donc nous vous avions encouragé à demander des précisions, des remarques, peut-être des détails supplémentaires par rapport aux deux exposés. Donc on attend vos questions. L'islam dont vous parliez à l'instant, c'est contraire à la laïcité, puisque la laïcité, ça garantit la pratique de tous les cultes librement dans la sphère privée. Si vous considérez que l'islam est une religion comme les autres, oui, c'est pas le cas. Mais qu'est-ce qui doit décréter ça, si c'est une religion ou pas? Je vous l'ai expliqué, monsieur Mestre. Oui, non, mais à savoir, je reprends, à savoir qu'il suffit simplement qu'on fasse une commission parlementaire qui vérifie ce qui se dit dans les mosquées, tout simplement, quels sont les textes étudiés. S'ils sont incompatibles avec la loi, ils sont hors jeu et c'est prévu par la loi, ce n'est pas moi qui l'invente. Ça n'empêche pas les gens de croire, ça n'empêche pas d'avoir leur croyance, mais on peut interdire une pratique qui est contraire aux lois. Si vous avez des gens qui arrivent en disant le nazisme c'est très bien, moi je veux l'imposer, on va bien l'interdire. L'islam est une forme de fascisme. Soit
on fait en sorte que ça devienne une religion, une vraie religion qui ne soit pas incompatible, soit il est interdit, il n'y a pas photo. J'ai entendu une fois, moi, à Saint-Nicolas du Chardonnay, Oui. le prêtre faire l'éloge de Léon Degrelle et des volontaires contre le bolchevisme. Enfin, voilà. Vous pensez que, par exemple, on devrait interdire le catholicisme parce qu'un prêtre dit ça? Vous mettez sur le même plan deux choses complètement différentes. Moi, je vous parle de l'islam et du Coran qui est reconnu par tous, qui est appliqué par tous. D'accord? C'est pas la même chose qu'un individu tout seul qui tient un discours à part et à qui on peut imposer de se taire. Madame? Vous parliez d'un référendum auquel les Français devraient se prononcer. Quels seraient les termes de ce référendum? Donc on a donc listé 10 questions. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que le système est, je pense, démocratique et verrouillé en France. On a vu ce qui s'est passé en Suisse avec la votation sur les minarets. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, si on mettait en place un vrai référendum en France, je pense que... Enfin, je connais les résultats par avance. C'est pour ça que les élites ne veulent pas ce référendum. Mais voilà des questions qu'on pourrait proposer aux Français. Êtes-vous favorable, oui ou non, à la construction de mosquées en France? Êtes-vous favorable à l'édification de minarets en France? Êtes-vous favorable, oui ou non, à l'existence d'écoles coraniques en France? Êtes-vous favorable, oui ou non, à la révision de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État en faveur de l'islam? Êtes-vous favorable, oui ou non, à l'adaptation du droit français en fonction des règles du Coran? Êtes-vous favorable, oui ou non, à l'affectation d'argent public à des projets culturels ou culturels musulmans? Voilà, 6 questions, 6 exemples de questions qu'on pourrait proposer aux Français. Excusez-moi, je suis nouveau dans le débat, mais peut-être on vous l'a posé 20 fois cette question, mais vous parliez tout à l'heure de la provocation, de l'apéro saucisson. Donc si j'ai bien suivi, il y avait une dame qui s'appelait Sylvie François qui disait être habitante de Barbès, qu'elle ne pouvait pas acheter de saucisson, elle ne pouvait pas acheter de vin, tout était faux, elle n'existait pas, c'est un mensonge, et donc vous avez lancé le débat comme ça. Est-ce que c'est pas un problème quand même de servir du mensonge pour poser les termes d'un débat public? Quand je vois les mensonges diffusés par les médias tous les jours, non, j'ai aucun scrupule. Après, c'est pas un mensonge. La figure de Sylvie François s'est transformée comme porte-parole d'un mal-être en France. Oui, mais elle n'existe pas. Enfin, concrètement, elle a parlé à la télé, à la radio, disant « J'habite Barbès, je ne peux plus sortir, je ne peux plus boire de vin, je ne peux plus acheter de saucisson » et tout est faux. Je pense qu'il y a beaucoup de Sylvie François à Barbès. Ouais, non, ouais. Enfin, quand même, on ne peut pas avoir recours au mensonge comme ça. Monsieur Morera, je crois sur la notion de mensonge. Je crois moi je le constate dans Riposte laïque. Ça fait maintenant 4 ans que Riposte laïque existe. Je suis stupéfait depuis 2 ans par le nombre de personnes qui nous écrivent en nous disant surtout ne publiez pas mon nom. Surtout ne donnez pas les moyens que je sois identifié. Je suis stupéfait par le nombre d'enseignants qui nous amènent un témoignage quotidien de ce qu'ils subissent dans la réalité, dans leur école, et qui nous disent « je ne veux pas que mon nom soit cité, je ne veux pas avoir d'ennui ». En l'occurrence, tout était faux. Non, on peut acheter du vin à Barbès, on peut acheter du saucisson. Mais attendez, vous avez répondu dans la société Monsieur Morera, je vais encore... voilà. Non, mais je vais encore... Je vais vous citer une anecdote personnelle. J'ai mon gendre en ce moment qui est en train de faire un stage de chauffeur routier dans la région de Mantes. Il est venu, il n'habite pas la région parisienne, il est venu... Il existe vraiment. Ah, lui, il existe vraiment. Je vous présenterai ma fille. Non, mais je vous présenterai ma fille, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Donc, il existe, je vous promets. Donc, il existe vraiment. Il vient de la province, il a été stupéfait, il adore le saucisson, il a cherché dans la région mantaise, il a cherché pendant 25 minutes un endroit où il pouvait trouver un sandwich au saucisson. Il aurait dû aller à Quand Barbès. il a... Bah, oui, mais il est à Mantes. Vous comprenez que Mantes à Barbès, quand on n'a qu'1 heure pour manger, c'est pas tellement facile. Hein. Donc, il est dans ce stage avec beaucoup de musulmans. Et il a été confronté à des musulmans qui lui ont expliqué, mais c'est tout à fait normal. Nous sommes très nombreux à Mantes. Il est normal que la région du Mantois s'adapte à notre culture, s'adapte à nos habitudes. Je veux dire, ça, c'est pas du pipeau. Et je pense que vous... Bon, à moins que vous doutiez de ce que je dis aussi. Donc vous ne pouvez pas noyer le poisson
quelque part en disant il n'est pas vrai qu'aujourd'hui sur le territoire de France, il y a de plus en plus des enclaves où ce sont les règles musulmanes, ce sont les règles de la charia, les interdits alimentaires qui s'imposent, et que pour le pauvre bougre qui vit ici et qui aime encore bien se prendre sa bière, qui aime encore bien boire un litre de pinard, eh ben, il faut faire un déplacement assez loin, parce que de plus en plus, vous avez une communautarisation alimentaire qui existe. Je crois qu'il ne faut pas faire du déni de réalité. Moi je parle juste d'un coup de communication. Enfin, vous n'avez pas le ailleurs, on n'est pas dans le déni. Il y a eu un coup de communication. Sylvie François n'habite pas à la Rue d'Or. On est alors d'accord attendez. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que justement, s'il n'y a pas de problème à Barbès, si on trouve librement du vin, si on trouve librement du saucisson, pourquoi nous avoir dit que c'était une provocation ? Il y a un vrai problème. Là, moi, je retourne le compliment. Moi, je pourquoi serais nous très heureux de avoir dit rencontrer Sylvie François. Je suis à votre disposition. Je suis capable de protéger son identité. Il n'y a pas de problème. Juste une autre réponse par rapport à M. Metz, parce que non, je veux dire par rapport à la question sur l'islam. En gros, les laïcs, nous ne sommes pas des nostalgiques du modèle soviétoïde. C'est pas parce que nous sommes laïcs, c'est pas parce que pour beaucoup d'entre nous, nous pouvons avoir une culture de bouffeurs de curés, on va pas le cacher, je dis pas tout le monde, mais beaucoup d'entre nous, je pense pas qu'on lutte contre la religion par l'éradication. Je pense pas qu'on lutte contre la religion sur le côté ni Dieu ni maître, et je ne crois pas en l'efficacité du croix à croix. Mais par ailleurs, je constate qu'il y a quand même beaucoup plus de courage de la part de beaucoup de dits rebelles de la société. Par exemple, des communautés homosexuelles qui vont se rouler un patin devant une église. Moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Je constate simplement qu'ils le font devant une église et qu'ils ne le font pas devant une mosquée. Je constate qu'il est beaucoup plus facile d'être provocateur avec la religion catholique qu'avec la religion musulmane. Et moi, je crois que nous autres laïcs, nous sommes confrontés effectivement au piège du débat sur la laïcité. Si nous considérons, comme le disait M. Mestre, que l'islam n'est qu'une religion, alors on doit tout accepter. C'est-à-dire, si nous considérons que l'islam n'est qu'une religion, le voile est un symbole religieux. Le voile n'est-il qu'un symbole religieux? Si nous considérons que l'islam n'est qu'une religion, une mosquée c'est une église. Une mosquée n'est-elle qu'une église? Ou une mosquée n'est-elle pas autre chose? Si nous considérons que l'islam n'est qu'une religion, alors une Fanny Truchelu, puisque vous parlez des classiques, une Fanny Truchelu propriétaire d'un gîte de montagne, n'a pas raison quand elle demande à deux personnes dans les parties communes de retirer leur voile. Et pourtant, nous considérons, nous, que si l'islam est une religion, l'islam n'est pas qu'une religion. Et c'est justement là que pour les laïcs, c'est une véritable interpellation. L'islam n'est pas qu'une religion et nous ne pouvons pas tomber dans le piège de la liberté religieuse. L'islam est autre chose, l'islam est un projet politico-religieux qui est en conquête. Je crois que qui mieux que Erdogan n'annonce clairement les objectifs de l'islam. Erdogan annonce très clairement, grâce à votre démocratie, nous vous envahirons, grâce à nos principes coraniques et à notre démographie, nous vous vaincrons. Je crois qu'on ne peut pas ne pas avoir ça à l'esprit. On ne peut pas, je vous invite, on vous l'offre, hein, c'est tous les témoignages qu'il y a eu lors des assises du 18 décembre sur la réalité de l'islamisation des pays européens. Je crois qu'on ne peut pas, c'est pas Saint-Nicolas du Chardonnay. Quel que soit le côté obscurantiste des personnes de Saint-Nicolas du Chardonnay, ils sont plutôt sur une pente descendante, et depuis les années 1980, le moins qu'on puisse dire est que la société civile, par les conquêtes féministes, par les combats laïques, a vaincu l'obscurantisme religieux en France. Et que c'est depuis les années 90 que l'islam est le fer de lance d'une reconquête cléricale. Je crois qu'on ne peut pas ne pas avoir ça à l'esprit. Moi, je rappellerai toujours la fameuse citation du cardinal Thorin qui disait « Grâce aux musulmans, Dieu est de retour en Europe ». Et je veux dire, l'ensemble des anecdotes que vous citez, Christine, comme Fabrice, je vous invite à vous interroger, il y a 20 ans, qui aurait pu penser qu'en France, un renouveau clérical remettrait en cause tous les acquis démocratiques et progressistes que le combat de nos grands-pères nous avait permis d'obtenir? Je crois qu'il faut avoir cette approche et ne pas seulement avoir une approche angélique de l'islam, religion comme les autres. Sinon, on tombe dans le piège. Je ne voudrais pas avoir Jean Rodin. J'aimerais avoir votre avis sur le rôle des médias dans votre combat.
parce que ce qu'on entend souvent, c'est que les médias seraient anti-islam. Et la preuve, ils stigmatiseraient les musulmans, l'islam, etc. Or, votre démarche est plutôt, me semble-t-il, diabolisée que favorisée. On pourrait citer quelques exemples et je vous laisserai le faire. Quel est votre sentiment par rapport à cela et quel est votre rôle par rapport aux médias, sachant, Fabrice Robert ne l'a pas dit tout à l'heure, mais que les assises ont été diffusées en direct à quelques centaines de milliers de personnes. Quel est le rôle des médias? C'est sûr que les médias tentent de diaboliser, bien sûr, notre démarche politique. Le problème, c'est que maintenant, il y a Internet qui existe, et ça remet en cause tout le modèle médiatique. On a vu l'exemple concret, vous l'avez évoqué tout à l'heure, lors des assises, il y a une grosse pression pour tenter d'empêcher cette réunion. La préfecture a voulu interdire, les médias n'en ont pas trop parlé quand même, ce qui était assez ahurissant. Et qu'est-ce qu'on a fait? Pour faire en sorte que les gens puissent assister aux assises en direct, on a mis en place une retransmission en direct de l'événement, ce qui est quasiment, je crois, inédit en France, un meeting politique, comme ça, retransmis en direct sur Internet. Alors que les médias voulaient diaboliser notre démarche, le jour J, il y avait 1200 personnes dans la salle, il y a eu 300 000 personnes qui ont vu en direct dans le monde entier. Le lendemain, c'était 600 000 personnes, 3 jours plus tard, parce qu'on pouvait revisionner les interventions, et 3 jours plus tard, c'était 1 million de personnes qui s'étaient connectées sur le site. Donc quand on voit les 50 personnes qui contre-manifestent devant les assises, c'est tout à fait ridicule. 50 personnes dans les assises, 1200 dans la salle, 300 000 le jour même, donc pour nous c'est une victoire. Ça montre qu'aujourd'hui, Internet remet en cause tous ces modèles médiatiques. Est-ce que vous êtes un mouvement international? Nous sommes un mouvement politique français. Non, mais je veux dire, par contre, oui. parce que vous avez invité des gens d'un peu partout, vous êtes cité un peu partout, y compris aux États-Unis. Donc, comment existe ce réseau au niveau mondial? Disons que, comme le disait Fabrice, d'abord, on n'était pas nombreux au départ à s'inquiéter de l'islamisation de nos pays, parce que par rapport aux médias, ça nécessitait forcément un risque de stigmatisation. C'est-à-dire qu'on est quand même tombé dans une caricature, c'est critique de l'islam égale critique des musulmans, égale racisme, égale extrême droite, égale xénophobe, égale populiste, etc. On est quand même tombé là-dedans. On a constaté simplement qu'avec des histoires différentes, ce qui nous inquiétait en France inquiétait des amis en Belgique, qui avaient des parcours politiques, des parcours associatifs différents. On a constaté qu'en Pays-Bas, on a quand même assassiné Theo van Gogh. On s'est rendu compte qu'auparavant, Pim Fortuyn, même si ce n'est pas lié à l'islam, a subi le même sort. On s'est rendu compte que Geert Wilders ou Ayaan Hirsi Ali étaient obligés de vivre sous protection policière. On se rend compte qu'en Allemagne, il y a des problèmes avec les crimes d'honneur. On se rend compte qu'à Bruxelles, on a quand même un représentant qui nous a raconté que la réalité de Bruxelles, c'était aujourd'hui une ville avec 40% de musulmans et 2 jeunes sur 3 de moins de 15 ans d'origine musulmane. On se rend compte au Danemark que l'intervenant danois nous a raconté que pour les juifs et les homosexuels, c'était de moins en moins facile. On se rend compte qu'en Grande-Bretagne, je vous invite à regarder quand même les images de la manifestation de musulmans fanatiques dans les rues de Londres il y a une dizaine de jours, demandant l'introduction de la charia en Grande-Bretagne, avec les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Je vous ferai remarquer que les sympathiques personnages de Forza Analisa veulent faire la même chose dans les rues de Paris le 9 avril prochain, les mêmes qui manifestaient pour demander l'interdiction de nos assises. Bref, on a constaté qu'un ensemble de témoignages, avec les histoires particulières des pays, amenait quand même à la même conclusion, c'est-à-dire que depuis 20 ans, les islamistes grignotent des territoires, les islamistes rognent les libertés particulières qui existent dans les pays occidentaux, qui existent dans les pays européens, et qu'il y a une inquiétude de plus en plus forte de la part des habitants locaux, qui sont la plupart du temps stigmatisés par les médias et classés très hâtivement à l'extrême droite. Moi, par exemple, j'ai rencontré Oscar Fressinger. Je suis désolé, je peux avoir des désaccords avec Oscar Fressinger. Si on me rend compte que le péril fasciste et le péril raciste du XXIe siècle, c'est Oscar Fressinger, j'ai envie de dire, je ne suis pas très inquiet par ce péril.
Donc on a constaté quand même qu'on est confronté aux mêmes situations. On n'est pas encore dans la grande 4e ou 5e internationale anti-islam ou des choses comme ça, on n'en est pas là, mais on est capable de se parler, on est capable de faire des actions ensemble, on est capable de se dire que finalement face à une internationale, parce que l'islamisation de nos pays, c'est une internationale. Il y a la nécessité de se coordonner au niveau national, c'est de dépasser les clivages traditionnels. C'est ce qu'on fait avec le bloc identitaire et résistance républicaine. Je pense que vous avez entendu les nuances dans les discours. Il n'empêche que nous sommes d'accord dans l'esprit de la résistance pour unir nos forces. Et puis c'est également au niveau international, ou même aux États-Unis, on a des contacts avec des personnes qui sont intéressées par ce qui se passe en France, qui ont vu notamment les vidéos de Maxime Lépente toutes les semaines à Barbès. Ces vidéos ont été vues aujourd'hui par plus d'1 million de personnes dans le monde, et les gens sont stupéfaits. Je veux dire, personne ne pouvait penser que dans le pays de la laïcité, dans le pays également de Simone de Beauvoir, dans le pays de la Révolution française, on aurait dans la capitale, à Paris, des images aussi impressionnantes que celles que Maxime a rendues publiques. Donc je crois qu'il y a un petit peu une dynamique aujourd'hui, que la particularité c'est qu'également, et c'est ce qui est en train de se passer en France, à partir du moment où les forces politiques classiques veulent faire du politiquement correct et du déni de réalité, à partir de là, qui ramasse la mise? Eh bien ceux qui tout simplement politiquement ont le courage de dire l'islamisation de la France est un problème, les minarets en Suisse on n'en veut pas, qui comme Geert Wilders aux Pays-Bas qui était à 1% il y a 3 ans et qui aujourd'hui est à 20%, ce sont simplement les personnes qui ont le courage de parler du vécu et de la réalité quotidienne que connaissent les Français. J'ai presque envie de dire aujourd'hui le débat sur l'islam, c'est il y a 15 ans le débat sur l'insécurité. C'est-à-dire qu'il était politiquement incorrect de dire que dans les quartiers populaires, les gens qui ont le plus besoin de la République étaient ceux qui étaient le plus exposés à la délinquance et à la violence quotidienne. À partir du moment où les auteurs de cette délinquance étaient majoritairement, on va être politiquement correct, issus de l'immigration, issus de parents de l'immigration postcoloniale. Il ne fallait pas aborder ce sujet parce que c'était caresser la bête dans le sens du poil. À partir du moment où on abandonne un tel discours à une seule catégorie politique, il ne faut pas venir gémir après que les Français ou les citoyens des autres pays votent pour. Il ne faut pas s'étonner. C'est le contraire qui serait étonnant. Donc, nous, je vous disais, donc nécessité de se coordonner au niveau français, et puis nécessité de se coordonner au niveau international, parce qu'on a affaire à une offensive internationaliste. Juste pour le combat européen, juste pour préciser les choses, le combat il est quand même aussi européen pour moi, il n'est pas simplement franco-français. Et c'est important justement d'échanger d'expériences. C'est que nous, en tant qu'identitaires, on est assez proches des mouvements comme le Place Bellingue en Flandre, le FPÖ en Autriche qui fait des scores entre 25 et 30%, et la Ligue du Nord en Italie qui est au pouvoir. Vous voyez, donc le fait d'avoir des liens comme ça avec ces mouvements européens permet de créer une synergie et de travailler ensemble justement pour combattre l'islamisation de l'Europe. Vous voulez dire que l'islamophobie peut être un levier pour accéder au pouvoir? C'est pas l'islamophobie, c'est le refus de l'islamisation, c'est autre chose. Oui, mais ça peut être un levier pour accéder au pouvoir? En tout cas aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que c'est un phénomène qui inquiète beaucoup les Européens. Et lorsqu'on voit des mouvements comme l'FPÖ ou la Ligue du Nord qui ont des succès considérables, pourquoi? Parce qu'ils expriment ce malaise. En même temps, le FN s'est rapproché de la Ligue du Nord et inversement. C'est pas rapproché du Nord. Ils ont un peu pris votre correspondant italien là. Pas du tout. Non. C'est pas parce que Marine Le Pen a été invitée à Lampedusa par la Ligue du Nord que la Ligue du Nord est proche des idées du Front National. Ça n'a rien à voir. Justement sur ça, Marine Le Pen reprend pas mal vos idées aussi que vous développez, notamment sur la laïcité et l'islam. Je voulais savoir, donc une question pour vous, Fabrice Robert. Si vous avez encore un espace pour votre candidature, enfin pas la vôtre, mais la candidature du candidat identitaire en 2012, et là pour Pierre Cassin et Christine Tazan, dans ce cas-là, vous voteriez pour qui, Marine Le Pen ou Arnaud Bouillon? Fabrice d'abord, on reprendra après. J'ai vu plusieurs fois des articles là, depuis quelques semaines qui mettent en avant les identitaires comme étant un laboratoire d'idées. Donc c'est vrai que j'ai écrit un article d'ailleurs récemment sur la question, notamment sur la question de l'islam, on a mis en avant pas mal de choses, la question du racisme anti-blanc, la question du halal, récemment par rapport à l'affaire Galinier et la légitime défense, on a montré que on pouvait comme ça agir sur le réel, sur le terrain, et influencer les décideurs. Donc pour nous c'est déjà une victoire.
Maintenant, oui, bien sûr qu'il y a un espace pour nous. Quand je vois aujourd'hui les mouvements identitaires populistes qui se développent partout en Europe, j'ai le sentiment que lorsqu'on voit la Ligue du Nord qui est identitaire, le FPO qui est identitaire en Autriche ou le West-Berlin en Flandre, ce sont des mouvements qui sont très proches de nous et qui aujourd'hui remportent des succès considérables. Donc oui, pour moi, il y a un espace. Maintenant, il faut laisser un peu de temps pour se développer. Moi, je vais pas fuir la question de M. Mestre. Donc, si, comme je ne doute pas que vous êtes un fidèle lecteur de Riposte laïque, je n'en doute pas une seule seconde. Moi, j'ai les honneurs de Riposte laïque. Bon, c'est trop rare. C'est trop rare. En général, c'est un prêté pour un donné. Mais si c'est une demande, on ne peut pas lui. Plus sérieusement et avec un petit clin d'œil, donc Riposte laïque, c'est très clairement un journal et seulement un média ouvert à toutes les familles politiques. Nous, notre fierté, c'est que nous avons des lecteurs d'extrême gauche, nous avons des lecteurs plutôt marqués très à droite, et nous avons des lecteurs UMP, PS et tout. Et moi, tant que je serai à la tête de Riposte laïque, jamais dans aucune échéance électorale, Riposte laïque ne donnera la moindre consigne de vote. Je dis ça d'une manière très claire. C'est que j'ai été à la tête d'un autre journal laïque qui s'appelait Respublica, et que j'en suis parti à cause de ça. C'est-à-dire que personnellement, je refusais en 2007 d'appeler à voter Ségolène Royal contre Sarkozy, bien que je sois connu comme un homme de gauche. Je considère qu'un média, comme nos médias, ne sont pas des médias qui sont des médias, des organes d'un parti politique, et qu'à partir de là, nous devons avoir le respect de l'ensemble de nos lecteurs. Après, nous décortiquons l'information telle que nous avons envie de le faire, et nous considérons que nos lecteurs sont suffisamment grands pour le savoir. Vous comprendrez bien dans ce contexte-là que celui qui est le rédacteur en chef ne répondra jamais à une question d'un journaliste lui demandant pour qui il voterait. Résistance républicaine, association qui regroupe des gens qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on a des gens chez nous qui sont au NPA, aussi bizarre que ça puisse paraître, avec des républicains. Alors souvent ils n'y restent pas longtemps, ils ne restent pas longtemps à l'NPA, ils migrent un petit peu. On a pas mal de gens effectivement de partis de gauche, on a beaucoup de républicains du MRC ou de Debout la République, on a des gens du MP, on a des gens du Front National, on a quelques personnes du PS aussi, et on a quand même une majorité de gens qui sont apolitiques, qui ne sont pas encartés. Et donc ils sont là parce que justement on est là pour défendre la République contre l'islamisation de la France. On n'est pas là avec un programme politique, on n'est pas là pour rouler pour un parti. Donc nous aussi on rassemble, on se bat, on dit ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, et point. Après, à titre personnel, chacun fera ce qu'il voudra. Moi, je sais qu'à titre personnel, voter pour l'UMP ou le PS, c'est hors de question. Ça, c'est clair, parce que la pire catastrophe qui puisse arriver en 2012, c'est d'avoir, je crois, la gauche encore au pouvoir. Je crois que c'est la pire des catastrophes possibles, et c'est une femme de gauche qui vous dit ça. Ça, c'est à titre personnel. Après, il reste le champ, effectivement, le champ de l'abstention, du vote blanc, du vote identitaire. Alors, on a des différences. Moi, je suis universaliste et anti-régionaliste. Voilà. Je suis une jacobine. Donc, on a de grosses divergences, effectivement. Donc, difficile de voter pour un candidat identitaire. Le Front National, je ne sais pas ce que Marine Le Pen en fera. Pour le moment, c'est trop tôt pour savoir ce que ça deviendra, je ne sais pas. Donc, pour le moment, point d'interrogation à titre privé. Mais Résistance républicaine reste un rassemblement et chacun est libre de voter pour qui il veut. Tout à l'heure, Fabrice Robert faisait la différence entre islamophobie et combat contre l'islamisation. Dans le point, la semaine dernière, vous êtes cité en disant que vous êtes islamophobe et fier de l'être. Vous assumez ces propos. Non seulement j'assume, mais j'enfonce le clou. C'est-à-dire que je considère qu'en France, on devrait tous avoir on va dire une nécessité impérieuse qui est d'être islamophobe pour défendre la République, pour défendre la France. L'islam étant quelque chose qui nous menace, qui menace nos valeurs, qui menace nos libertés, qui menace le degré de civilisation des Lumières, qu'on a hérité des Lumières, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir peur de l'islam et de lutter contre l'islam. Donc, que des gens puissent ne pas être islamophobes en France, ça me sidère. La phobie, c'est une maladie. La phobie, c'est alors, attendez, moi je vous parle de l'étymologie. Je vous signale que quand vous parlez de xénophobie, vous ne considérez pas que ce soit une maladie, n'est-ce
n'est-ce pas? Donc c'est un peu trop facile. Oui, non, mais c'est un peu facile que vous l'utilisiez quand ça vous arrange. Non. Ne jouez pas sur le double sens des mots, vous savez très bien que ça ne marchera pas. À la lumière de ces expressions, vous vous considérez finalement comme islamophobe ou pas? Non, mais justement, donc, Christine, bon, jacobine, je suis girondin, c'est déjà une différence. Ouais. Je ne suis pas islamophobe. Je refuse que l'islam s'installe sur mon sol. Par contre, si les musulmans veulent suivre les préceptes de l'islam, en l'islam, moi ça ne me dérange pas. Je suis pas dans une logique universaliste et de croisade. C'est important, vous voyez. Lorsque je vois par exemple des militaires français qui vont faire la guerre en Afghanistan, moi ça m'embête. Je préfère qu'ils combattent l'islamisation dans le quartier plutôt qu'à des milliers de kilomètres de la France. Juste sur le mot islamophobie, c'est très clair qu'il faut quand même... C'est l'ayatollah Khomeini qui, dans les années 90, invente ce mot pour justement intimider dans les sociétés occidentales tous ceux qui auraient envie de s'inquiéter un petit peu de la progression de l'islam. Je vous rappelle que l'ayatollah Khomeini, en 79, annonce « Nous exporterons l'islam dans le monde entier ». Donc moi, j'ai aucun problème avec le mot. Il faut savoir également qu'au sein de l'ONU, les représentants des 57 pays musulmans regroupés au sein de l'OCI mènent à l'intérieur de l'ONU une bataille farouche pour criminaliser la critique de l'islam et l'amalgamer à du racisme. Je crois réellement que si on a un devoir d'éveiller les consciences, c'est par rapport à ça. On a le droit d'être islamophobe, le racisme est un délit. On a le droit de ne pas partager l'idéologie de l'islam. Moi, je dirais exactement comme on a le droit d'être catholicophobe, on a le droit d'être bouddhistophobe, on a même le droit pour les croyants d'être athéophobes. Moi, j'ai aucun problème à ce que des croyants exècrent les athées et se revendiquent comme athéophobes. Par contre, le délit qui est de considérer, d'ailleurs sur le racisme, considérer une personne de culture arabo-musulmane comme forcément un musulman, je trouve que c'est déjà un problème. C'est-à-dire que moi je suis pour, c'est pas parce qu'on est né en Afrique du Nord qu'on est forcément musulman. Donc le délit en France, il est sur le racisme. Le délit, il n'est pas sur la critique de l'islam. Et je crois que c'est... Si vous faites pas cet amalgame. Pardon ? Pourquoi vous voulez stopper l'immigration si vous ne faites pas cet amalgame ? Parce qu'il faut être aveugle ou sot pour ne pas se rendre compte que la progression de l'islam en France, ça ne vient pas par une prise de conscience des habitants locaux, mais que ça vient, la progression depuis 20 ans, par une immigration qui est quand même à 90 à 95% issue des pays arabo-musulmans. C'est pas le Parti communiste qui, dans les années 36, d'un seul coup passe de 7% à 25%. La progression de l'islam, elle vient par une importation d'une nouvelle population. Non, mais ce qui amuse dans la question qu'on nous pose, c'est que bon, on a l'impression que c'est choquant de combattre l'islamisation en France, mais j'aimerais voir différents journalistes comme ça, on pourrait les envoyer à Kaboul, je sais pas, à Kaboul, avec les talibans pendant 3 semaines à mois en stage, pour voir un petit peu ce que c'est un pays islamique. Non? J'y suis allé. Oui. À quelle époque? Une question sur le rapport avec la communauté juive. Vous avez parlé du Sanhédrin. Et vous avez aussi parlé du halal, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, il y a le kasher. Est-ce que ce que vous demandez, vous le demandez aussi pour le kasher, sachant que, par exemple, on a aussi une sorte de ségrégation dans les piscines du fait de femmes juives, de Lubavitch. On demande forcément la même chose, c'est évident. C'est-à-dire que mettre à mort des animaux sans les étourdir doit être interdit, et donc pour le kasher comme pour le halal, ça semble évident. Simplement, il est clair qu'on parle beaucoup moins du kasher parce que la communauté juive n'a pas de revendication communautariste par rapport à ça. Hein, c'est-à-dire que l'offensive halal, elle est partout, dans les cantines, le quick halal, etc. On n'entend pas de demande de menu kasher, on n'entend pas de réclamation pour des plats kasher, etc. La communauté juive gère ça de façon privée, donc c'est beaucoup moins ouvert. Donc effectivement, du coup, ça fait partie d'un problème à part. Mais si on interdit effectivement de mettre à mort des animaux sans étourdissement, ça concerne tout le monde, bien sûr. Et autre question pour Fabrice Robert, vous avez cité M. Gourevitch tout à l'heure, il était un des invités de vos assises de l'islamisation, et c'était un des seuls intervenants à tenir un discours un peu dissonant par rapport au reste, et notamment il a cité le fait, alors je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais il a cité le fait qu'il n'y avait pas assez de place pour les musulmans, pas assez de mosquées au mètre carré. Il a cité un nombre de mètres carrés qu'il a étudié. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, moi je ne suis pas d'accord. Ce que je dis
tout à l'heure, c'est que pour moi, il ne faut pas que les mosquées se développent en France. Donc on peut être d'accord sur certains points, notamment par rapport au fait que la religion musulmane peut devenir la première religion en France dans 50 ans. Maintenant, après, on peut avoir des conclusions différentes. Je vous rappelle que Dali Boubaker a dit lui-même au moment de l'apéro saucisson pinard qu'il y avait des places libres dans sa mosquée et que les gens qui priaient dans la rue pouvaient y aller. C'est-à-dire que vous avez quand même un certain nombre de mosquées qui sont vides, plus ou moins vides, et des gens qui prient dans la rue. Et vous avez aussi une solution très simple qui est utilisée par les évangélistes, qui est de faire plusieurs services dans une mosquée quand on n'a pas assez de place pour un seul service. On peut faire trois prières par jour dans une mosquée et ça pose aucun problème. Donc on n'est pas obligé d'occuper l'espace public. Et le Coran le permet totalement. Pour revenir au halal, vous avez cité tout à l'heure, si j'ai bien compris, le chiffre de 60% des viandes que l'on mange. Des ovins. Des ovins. C'est un chiffre. C'est un chiffre donné par le ministère de l'Agriculture. On a tout dit, tout est clair. Bon. Je voudrais rajouter juste une petite chose que j'ai dû oublier que je vous ai pas dit sur le voile. Ce qui prouve que le voile n'est pas un symbole religieux, c'est tout simplement que quand vous avez une Hillary Clinton, par exemple, qui va en Iran, elle n'est pas musulmane, et pourtant elle met un voile sur la tête. C'est-à-dire que le voile n'est pas un insigne qui montre qu'on est une musulmane, mais qu'on est une femme, et parce qu'on est une femme, on doit se cacher. C'est simplement ça. Vous avez à partir du moment où on oblige n'importe quelle femme à porter le voile, c'est que ce n'est pas un symbole religieux. Deuxième chose que j'ai oublié de vous dire dans nos demandes, c'est qu'on demande la remise en question du droit du sol. Vous avez un exemple terrible qui est en train de se passer, c'est à Mayotte. Mayotte devient département français, 200 000 habitants, 60 000 clandestins qui vont pour un certain nombre accoucher à Mayotte, leurs enfants vont devenir français, vont être régularisés, et c'est une pompe aspirante d'immigration pour les Comores, et c'est une pompe aspirante effectivement d'immigrants qui vont mettre encore plus à mal le système social qui a déjà beaucoup de mal à fonctionner sur Mayotte et en France. Donc l'immigration, ça n'est pas lutter contre l'immigration, ça n'est pas de la xénophobie comme on veut bien nous le dire, c'est demander simplement qu'on ne partage que ce que l'on peut partager. Si j'ai une tarte pour 6 personnes et que j'invite 600 personnes à la partager, chacun aura des miettes, ça ne servira à rien. C'est ça ce que l'on demande. En ce moment, on nous parle de crise, on nous parle de dette, on nous parle de remise en question des retraites, des minima sociaux, du salaire minimum, le chômage qui explose. Est-ce qu'on n'a pas assez de logements sociaux? Est-ce qu'on peut continuer à accueillir des gens et à partager ce que l'on n'a pas? C'est simple, simplement ça. Même pour ceux, est-ce qu'il est normal de dire des mensonges à tous ces gens qui prennent des risques pour traverser la Méditerranée, entre autres, et qui payent très cher pour le faire, et alors qu'on n'a rien pour les accueillir, pour les loger, pour leur donner du travail? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est quelque chose de normal et qui respecte les droits de l'homme? Oui, une petite question sur la charia. Parce que nous, pour Enquête et Débat, donc un média qu'apprécie particulièrement M. Mestre, nous avons interviewé Xavier Lemoine, et il nous a dit que la charia était déjà en pratique, en partie en France. C'est-à-dire, en Seine-Saint-Denis, alors je ne sais pas si vous le savez, et j'aimerais avoir votre réaction là-dessus, la kafala, donc le droit d'adoption qui est codifié dans le Coran et qui a lieu en Algérie, avait déjà lieu en Seine-Saint-Denis et financé par la CAF et reconnu par le Conseil, financé aussi par le Conseil régional. Donc ça m'étonne un peu que vous n'en ayez pas parlé, étant donné que c'est un des cas très précis, apparemment documenté, il n'a pas été contredit sur ce point. Est-ce que vous avez enquêté sur le sujet, ou est-ce que vous êtes renseigné? Qu'est-ce que vous en pensez? On a pris acte du reportage de Xavier Lemoine, disons du reportage d'Enquête et Débat, de l'interview. On a été étonné que ça ne soit pas plus repris. Nous l'avons repris dans nos médias, parce qu'on considère qu'Enquête et Débat est un média sérieux, et donc et que Lemoine est un élu respectable qui ne raconte pas n'importe quoi. Ce qui est invraisemblable, c'est qu'on apprend donc qu'un principe religieux dans un département français se substitue aux lois de la République, et que ça ne provoque aucun émoi médiatique. C'est ça qui nous a énormément surpris, mais exactement, je trouve qu'on est dans la continuité, et je pense qu'on n'en voudra jamais assez à Jean-Pierre Chevènement en 1999, lors des premières approches sur la constitution du Conseil français du culte musulman,
quand Jean-Pierre Chevènement veut imposer aux organisations musulmanes qui vont composer le Conseil français du culte musulman, il leur demande simplement de signer un chapeau introductif leur disant qu'ils reconnaissent le droit à tous les citoyens de ce pays de changer de religion ou de ne pas en avoir. Simplement ça. Les organisations musulmanes refusent, estiment que ce chapeau est pour eux blessant, et Jean-Pierre Chevènement se couche. Je crois qu'à partir de là, c'est 99, à partir de là, le message est clair. C'est un encouragement, c'est une faiblesse de la part des représentants de la République, et c'est naturellement un encouragement pour les organisations musulmanes qui savent apprécier un rapport de force, de savoir qu'en face, il n'y aura pas la détermination nécessaire, exactement comme en 1989, lors de la première affaire du voile dans un lycée à Creil. Je veux dire, ils testent les résistances de la République, et à partir du moment où ces résistances de la République s'avèrent ce qu'elles sont, c'est-à-dire plus que friables, qu'ils le ressentent comme un aveu de faiblesse, et à partir du moment où ils le ressentent comme un aveu de faiblesse, ils profitent de ce rapport de force pour avancer de plus en plus. Je pense que ce qui se passe là, ce qui est un exemple très fort, c'est la viande halal dans les écoles. Je crois qu'il serait également intéressant d'étudier les programmes scolaires, d'avoir une réflexion aujourd'hui sur l'évolution des programmes scolaires dans les manuels d'histoire en 5e, par exemple. Bon, Christine parlait de l'hôpital. Hélas, l'actualité, j'ai presque envie de dire, parce que je parle d'enquête et débat, je parle du Monde, on va quand même parler de riposte laïque, j'ai presque envie de dire, hélas, lisez riposte laïque toutes les semaines, et vous verrez toutes les semaines 2 ou 3 anecdotes nouvelles qui montrent la réalité. C'est qu'aujourd'hui, la République recule depuis 20 ans devant l'islam, et qu'à partir du moment où nous avons des élus qui soit achètent la paix sociale, soit achètent leur élection, soit achètent les deux, et qui accordent un ensemble de ce que les Canadiens appellent des accommodements raisonnables, c'est-à-dire que ça ne peut qu'encourager les musulmans les plus radicaux à comprendre que s'il n'y a pas la résistance en face, il faut continuer à avancer. Rien d'étonnant. Peut-être, s'il n'y a plus de questions, on vous propose entre 3 et 5 minutes chacun de conclusion. Ouais, alors Fabrice commence peut-être alors. Donc simplement, voilà, je reviens sur ce que je dis au début. Ce qui est important de voir, c'est que nous, ça fait il y a 10 mois, on a tenté de mettre en avant un problème qui est important aujourd'hui pour la France, donc la question de l'islamisation. Je le répète, parce que pour moi c'est très important, c'est ce rôle d'influenceur. C'est qu'il y a 10 mois, nous étions présentés comme des extrémistes, et nous avons, mine de rien, réussi à imposer ce débat, en tout cas au sein de la classe politique et médiatique. Pour nous, c'est une victoire. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. On sait que ce débat est une mascarade, donc on est là pour le rappeler, et on est là pour ne pas lâcher. Donc il est clair que dans les mois à venir, des actions vont être entreprises. On verra de quelle manière, sous quelle forme, en tout cas, d'actions vont être entreprises pour continuer le combat et dénoncer ce phénomène d'islamisation de la France et de l'Europe. Oui, simplement, effectivement, nous allons continuer à réagir parce qu'il est évident que ce qui va se passer demain, c'est un alibi pour faire passer dans l'opinion publique des accommodements dits raisonnables, et que j'appellerais moi déraisonnables, c'est-à-dire qu'on va lâcher encore plus le terrain, donner encore plus de justification aux revendications communautaristes, parce qu'on va forcément trouver des idées pour permettre le financement public des mosquées, pour la formation des imams, pour la prise en compte des revendications sur l'alimentation, etc. C'est-à-dire que la République est en train de perdre vraiment sa valeur, ce qui lui donne son sens, et on est en train d'assassiner vraiment notre héritage, l'héritage des Lumières, l'héritage de Voltaire, et la laïcité. La laïcité, Pierre l'a rappelé tout à l'heure, c'est le fait simplement de séparer le religieux et le politique, et nous ne demandons que cela. Une question. Le 11 avril, la loi s'applique sur la burqa et le niqab. Claude Guéant a mis les directives en place, des directives qui sont uniques. Comment voyez-vous l'application de cette loi dans la rue, etc. Comment vous la ressentez? Plusieurs choses. D'abord, rappeler, Riposte laïque a lancé une pétition sur la burqa dès 2007
qui était signé d'ailleurs par des gens comme Jacques Miard, comme André Gérin et tout. Donc on a quand même l'impression d'avoir un petit peu poussé là-dessus. Nous, on se réjouit, première chose, on se réjouit de cette loi. Très franchement, on n'a toujours pas compris pourquoi il a fallu 6 mois de pédagogie. On nous a raconté qu'il a fallu 6 mois de pédagogie. On n'a vu aucune pédagogie pendant les 6 mois. Je ne comprends pas. Moi, on est dans un pays, quand on décide que les fumeurs, et c'est plusieurs millions de fumeurs, doivent arrêter de fumer dans un lieu public, il n'y a pas 6 mois de pédagogie. Du 31, on dit vous avez encore le droit, le premier, on n'a plus le droit. Donc, après, une anecdote, c'est que quand nous avons lancé cette pétition, nous avons été reçus, c'était le 1er septembre 2009, nous avons été reçus par Éric Besson. Éric Besson, à l'époque, était hostile à toute idée de loi sur la burqa. Et Éric Besson nous a donné un argument épouvantable pour nous, pour dire pourquoi il était contre cette loi. Il nous a dit parce que nous ne serons pas capables de la faire respecter. C'est quand même un ministre de la République. Quand on nous raconte que c'est simplement quelques centaines de personnes, il s'est avéré quand même que c'était un peu plus, qui nous raconte qu'aujourd'hui, la 5e puissance au monde n'est pas capable de faire respecter sur son propre territoire une loi. On a dit à Éric Besson, vraiment, si vous disiez ça à un 20h le soir, je vous laisse imaginer l'impact de telles déclarations. Là encore, on va voir. On va voir la réalité. Quels moyens ce gouvernement se donne-t-il? Est-il prêt à assumer des risques d'émeute dans certaines interventions? Il ne faut pas se raconter d'histoire. Est-il prêt à ça? Ne fait-il qu'un numéro d'esbrouf et les journées de demain ne servent-ils finalement qu'à dire côté court, on tape fort, on fait une loi contre le voile intégral, il y aura peut-être plus de halal là et là, mais un ensemble de contreparties qui finalement vont donner la part belle aux religieux. On attend avec impatience, simplement on est stupéfait qu'il y ait eu d'abord 6 mois. Et moi je dirais l'autre chose quand même qui est stupéfiante, c'est sur le voile intégral. Moi, j'ai le souvenir, la première fois qu'on a vu sur des images de télévision en France des femmes entièrement voilées, c'était en Afghanistan en 2000. Je me souviens le lendemain, mais c'était l'événement dans l'entreprise, c'était des discussions partout. Personne n'imaginait qu'il y avait, au début du XXIe siècle, dans des endroits au monde, des femmes qui étaient entièrement cachées, transformées en Belphégor, transformées en fantômes et tout. Et la vraie question, c'est les premiers voiles intégraux sont apparus en France en 2002. Comment a-t-on pu attendre 9 ans pour réussir finalement à légiférer là-dessus? Comment a-t-il pu ne pas se passer plus d'une journée pour qu'on dise attendez, tenu comme ça n'a rien à faire en France? Et comment surtout dans le débat sur le voile intégral, comment les députés socialistes ont-ils pu refuser de voter une mesure pareille? Comment les associations antiracistes ont-elles pu s'opposer à cette loi? Comment, y compris des associations féministes, ont-elles pu combattre cette loi et expliquer que ça allait être une loi stigmatisant encore une population? Je trouve que l'attitude des forces de gauche, mais y compris la couardise d'un certain nombre de forces de droite, sur un débat comme la burqa est accablante pour ceux qui prétendent parler au nom de la société française. Et moi j'espère surtout que le 12 avril, on ne verra plus une burqa, c'est la première chose. Je dis j'espère, j'ai le droit d'être naïf. Et la deuxième chose, c'est j'espère que si ça arrive, la République saura faire respecter ses lois. Le contraire. Voilà, écoutez, ce qu'on vous propose, je sais que Fabrice est pressé, si vous souhaitez, on va peut-être consommer, monsieur. On vous remercie.